Je m'appelle Raphaël Nussbaumer et je travaille à la station ornithologique suisse, qui se dit aussi Vogelwarte en suisse allemand. Et aujourd'hui, je vais vous présenter comment est-ce qu'on utilise les radars météo pour quantifier les flux de migration d'oiseaux pendant la nuit. Et pour ce faire, je vais commencer par présenter pourquoi est-ce qu'on utilise des radars météo. Ensuite, comment est-ce que ces radars météo fonctionnent. Dans la troisième section, je vais vous montrer deux résultats de mon travail à moi directement. Et ensuite, dans la quatrième, je vais élargir et montrer les résultats d'autres personnes. Et je vais essayer d'insister sur le potentiel que je crois que les radars météo ont en termes de conservation et de protection des oiseaux migrateurs. Et finalement, j'aimerais aussi vous parler des BirdScan, qui sont des radars construits dédiés pour les oiseaux, qui ont été élaborés en partenariat avec la station ornithologique suisse. Donc commençons. Pourquoi est-ce qu'on utilise des radars météorologiques? Je vais vous présenter ici 4 raisons qui me semblent importantes. Quand on pense à migration, la plupart des personnes pensent à des oies, à des grues ou à des rapaces en vol. Mais en réalité, en termes de nombre d'individus, la plupart des migrateurs sont des petits passereaux qui, eux, profitent plutôt de migrer la nuit. Ici, je vous ai mis des photos d'oiseaux et la taille de leurs photos correspond à l'estimation de leur population. Et comme vous pouvez le voir, la plupart en nombre sont effectivement des migrateurs nocturnes. Et donc vis-à-vis de ça, un des premiers avantages des radars météo est qu'ils peuvent mesurer de manière continue et standardisée de nuit et de jour la migration des oiseaux. Le second avantage, c'est que les radars ont une couverture continentale. Là, vous avez une carte de toutes les zones couvertes par des radars météorologiques. Nous profitons aussi d'une infrastructure existante, donc à faible coût. Pour les deux derniers avantages, j'aimerais vous montrer cette vidéo de migration d'oiseaux en Amérique du Nord. Donc nous sommes ici entre Cuba au sud et la Floride au nord, avec le radar qui est le petit point blanc que vous voyez. Et on va voir ici la migration des oiseaux qui volent donc de Cuba vers la Floride au printemps. Là, les oiseaux partent, volent au-dessus du radar et se posent au-dessus. Et ce que cette vidéo illustre, c'est la résolution très fine, à la fois à l'échelle temporelle de 5 à 15 minutes, mais aussi à l'échelle spatiale où on est de l'ordre de dizaines ou centaines de mètres de résolution. Non seulement cela, mais aussi les données sont disponibles à temps réel, vu que les stations météorologiques en ont besoin en temps réel, elles aussi. Donc pour la deuxième section, comment fonctionne un radar météorologique? Le radar envoie une onde électromagnétique et mesure l'écho ou la rétrodiffusion des cibles que cette onde rencontre dans le ciel. Et la différence de temps entre l'émission et la réception de l'écho permet de connaître la distance de l'objet. Et vu qu'on connaît la position du radar et l'orientation, nous pouvons aussi connaître la position de l'objet. Basée sur les propriétés du radar, la différence d'amplitude ou de la puissance du signal peut être convertie en réflectivité, qui est une mesure de l'objet en air. Et cette réflectivité est exprimée en décibels. Et finalement, en supposant une certaine taille, forme et composition des cibles, à travers leur surface équivalente radar, donc qui est une propriété de l'objet que nous supposons, nous pouvons déduire le nombre de ces objets. En plus de cela, je peux aussi vous mentionner que les radars permettent de mesurer une vitesse des cibles grâce à l'effet de Doppler, qui regarde en fait la différence de fréquence entre l'onde émise et l'onde reçue. Donc les radars sont capables d'effectuer ces mesures très rapidement et ainsi de mesurer sur plusieurs orientations et plusieurs inclinaisons du radar. Et en quelques minutes, ils peuvent scanner tout le volume d'air autour d'eux. Je vous passe les étapes de reconstruction géométrique qui peuvent se révéler un peu fastidieuses et je vous montre deux illustrations de la migration à l'échelle continentale. La première en Europe, où nous voyons ici donc la réflectivité mesurée par un réseau de radars. Les zones jaunes et rouges qui correspondent à des réflectivités élevées sont en l'occurrence ici la plupart du temps des zones de pluie, alors que les oiseaux ont une réflectivité plus faible que vous allez voir apparaître au cours de la nuit. Donc la vidéo se passe au cours d'une seule nuit, vous allez voir le départ des oiseaux avec beaucoup plus de zones vertes, principalement en France. Voilà, les oiseaux sont en l'air, et à la fin de la nuit où ils vont se reposer. Donc j'aimerais vous porter l'attention ici sur plusieurs challenges que nous avons. C'est la superposition de signal à la fois d'oiseaux, mais aussi de zones de pluie, d'insectes, de chauves-souris et aussi d'artefacts, comme vous pouvez voir apparaître sur ces images. La deuxième vidéo est
une vidéo prise aux États-Unis qui, elle, se passe sur plusieurs nuits. Et donc là, vous pouvez voir au cours de chaque nuit, à chaque fois, le départ des oiseaux qui commence vers l'est, donc avec la tombée de la nuit, et qui se décale vers l'ouest. Et ces pulses de migration, le dernier challenge que j'aimerais vous parler ici, c'est le biais qu'il y a en termes de mesure avec la distance du radar, où c'est beaucoup plus facile de mesurer le nombre d'oiseaux à proximité du radar. Et ce qui est traditionnellement fait, c'est en fait d'agréger la densité d'oiseaux, ou de moyenner la densité d'oiseaux à un seul point pour chaque radar. Je vous parle de ça, c'est parce que dans la section suivante, qui traite de mon résultat de mes travaux, j'utilise ces profils verticaux. Donc, j'utilise pas les images en tant que telles, mais l'agrégation du nombre d'oiseaux au niveau d'un point. Les travaux, j'ai deux résultats à vous montrer. Le premier travail que j'ai fait est un travail d'interpolation. Donc, en fait, de passer de ces séries temporelles que j'ai discutées tout à l'heure à des cartes explicites de densité d'oiseaux. On a la même chose pour la vitesse des oiseaux, et on aimerait avoir des cartes qui nous donnent donc les flux d'oiseaux, donc la densité multipliée par la vitesse. Pour ce faire, je vais vous montrer les résultats sur cet site web qui a été développé pour rendre accessibles les résultats de cette recherche. Donc, ce que vous avez là, c'est une carte animée de la migration des oiseaux au cours de l'année 2018 en entier, au niveau de principalement la France et l'Allemagne. Et vous avez donc les zones plus oranges qui correspondent à des densités d'oiseaux plus élevées. Les flèches grises correspondent à l'interpolation, alors que les flèches plus sombres correspondent au point actuel de données de radar. Alors que la couleur aux données de radar, voilà, quand on clique dessus, on peut voir ce qui a été mesuré par le radar lui-même. Et donc vous pouvez voir l'effet de l'interpolation. Et donc voilà, on peut changer la résolution temporelle pour accélérer la nuit. Donc là, nous avons une nuit où on est presque à 90 millions d'oiseaux en l'air pendant le printemps. Et si on se déplace au niveau de l'automne, on peut aussi voir cette migration. Voilà, donc là, la migration va maintenant dans le sens contraire, donc vers le sud, et on peut changer la résolution pour voir chaque jour. Pour le deuxième travail, l'objectif principal était de relier le nombre d'oiseaux qui étaient en vol avec le nombre d'oiseaux qui étaient au sol. En effet, les radars mesurent seulement les oiseaux qui sont en l'air. Or, nous avons beaucoup d'informations sur les oiseaux qui sont au sol, qui peuvent être vus par des humains. Pour arriver à cela, nous avons employé une méthode qui provient de la dynamique des fluides, qui se base sur la conservation de masse. Comme je vous ai montré avant sur les cartes d'interpolation, nous avons à disposition le nombre d'oiseaux dans chacune des petites cellules, donc chacune des zones, ainsi que leur vitesse. Et en utilisant un écoulement de fluide, nous pouvons déterminer au pas de temps suivant, donc après un certain laps de temps, combien d'oiseaux seront dans quelle cellule. Et cela peut être comparé donc aux mesures qui ont été faites par le radar au temps de pas d'après. Et la différence du nombre d'oiseaux entre ceux qui ont été prédits par le modèle et le nombre observé correspond au nombre d'oiseaux qui sont partis ou qui se sont posés. Ici, en l'occurrence, 2 oiseaux qui sont partis. Le cadre pour modéliser cela est l'équation de continuité, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cela permet donc de mesurer pour chacune de ces cellules que nous avons vues sur notre domaine d'étude, le nombre d'oiseaux à chaque pas de temps, donc chaque 15 minutes, le nombre d'oiseaux qui sont partis du sol ou qui se sont déposés. Et en plus de cela, au niveau des cellules de bordure, nous pouvons aussi calculer le nombre d'oiseaux qui sont rentrés dans notre zone ou sortis. Et donc, pour ce modèle de flux, j'aurai 2 résultats à vous montrer. Le premier, c'est la capacité de cette méthode à suivre les flux au cours de plusieurs nuits. Je vais vous montrer les cartes de départ, de vol et d'arrivée sur les nuits du 6 au 10 avril. Les cartes de densité au milieu sont moyennées sur la nuit et vous voyez que voilà, la plupart des oiseaux sont partis au milieu de la France. Et donc les cartes agrégées sur toute la nuit de départ et d'arrivée ressemblent à ça, avec les départs qui sont un peu avant la zone et les arrivées qui sont légèrement après la zone. Ce qu'on a trouvé particulièrement intéressant, c'était quand on comparait les départs de la nuit suivante, donc de la nuit du 7 au 8, que vous voyez en bas en bleu, on a vu que les zones correspondaient très bien aux zones d'arrivée de la nuit précédente.
et cela sur plusieurs nuits. Donc là, vous pouvez voir de nouveau la nuit du 8 au 9. Les départs se situent au niveau du sud de l'Allemagne et les arrivées de la nuit précédente, donc en rouge, étaient à peu près aux mêmes zones. Et ça permet en fait comme cela de suivre vraiment le flux sur plusieurs nuits du nombre total de migrateurs et de pouvoir quantifier ce nombre d'oiseaux migrateurs. Le deuxième résultat que j'aimerais vous présenter, c'est quand on agrège ces résultats au niveau de toute la saison et de regarder les flux au niveau des bordures. Donc pour ce faire, on a déterminé 6 bordures en fonction des zones géographiques et les résultats sur le printemps correspondent à cela. Donc nous avons la plupart des oiseaux qui arrivent par l'Espagne, à travers les Pyrénées, mais aussi en traversant la baie de Gascogne. Ensuite, les remontées se font vers l'est de l'Allemagne ou vers le nord. On peut comparer ainsi les arrivées au départ en automne. Et là, vous voyez qu'il y a une large proportion, encore une plus large proportion qui passe par l'Espagne. Dans cette quatrième section, qu'est-ce qui est possible de faire avec ces radars? Et comment est-ce qu'on peut utiliser les produits de ces radars pour de la conservation? Et j'aimerais vraiment insister sur comment ces informations peuvent avoir de l'impact. Donc en 2019, il y a une étude qui a montré le déclin de la population d'oiseaux en Amérique du Nord. Ils ont utilisé des données de 10 ans de radars entre 2007 et 2017 pour voir la variation du nombre d'oiseaux sur les radars. Et donc ils parlaient d'un déclin de 14% au cours de ces 10 années. Et ils ont combiné ces données avec aussi des données d'Atlas pour montrer que à peu près 3 milliards d'oiseaux avaient disparu en l'espace de 30 ans. La raison pour laquelle j'aimerais mentionner cette étude, c'est que je trouve très intéressant comment est-ce qu'ils ont utilisé cette étude pour avoir de l'impact au niveau de la conservation. Donc ils ont proposé, en fait, ils ont créé un site web pour proposer des actions pratiques et comment aider les oiseaux migrateurs. Un autre projet que j'ai trouvé très intéressant aussi, qui se passe aussi aux États-Unis, c'est l'utilisation de radars pour prédire la migration sur les jours à venir. Ils utilisent les prévisions météo et un machine learning, un arbre d'apprentissage pour prédire la migration. Ces travaux ont été effectués par le Cornell Lab of Ornithology et les résultats sont disponibles sur leur site web que je vous invite à visiter. Il y a tout d'abord donc les cartes de prédiction qui sont générées pour les 3 jours à venir à chaque fois. Ils émettent aussi des alertes de migration qui peuvent être utilisées ensuite pour programmes qui peuvent être pour protéger les oiseaux. Et enfin, une carte mise à jour en direct du nombre d'oiseaux en vol à ce moment-là. Du côté européen, nous avons aussi une plateforme assez récente qui permet de voir les données plus brutes de quelques radars en Europe, mais qui sont effectivement en temps réel. Donc pour finir, j'aimerais vous parler des BirdScan, qui sont des radars dédiés pour les oiseaux. Le principe est le même, mais le faisceau est fixe cette fois-ci. Donc on ne scanne pas tout l'air, mais on le reste juste au-dessus et on regarde juste ce qui passe au-dessus. Mais ça permet de suivre les cibles qui passent dans le faisceau et de mesurer à chaque fois leur vitesse, leur direction et aussi leur battement d'aile. Donc là, vous pouvez voir une vidéo des oiseaux qui passent et à partir de ces différentes informations, donc de vitesse, de battement d'aile, le programme est capable de les classifier en insectes, passereaux, limicoles, larges passereaux. Ça permet donc d'avoir des informations très intéressantes. Le BirdScan permet aussi de suivre des cibles en l'air. Donc là, vous voyez une cigogne noire, le trajet d'une cigogne noire qui passe à proximité d'un radar. Et la détection des oiseaux peut se faire aussi à travers des photos et qui permettent en fait l'identification des oiseaux à l'espèce. On peut aussi voir leurs altitudes de vol. Oui, donc en plus de la richesse que ça a pour des scientifiques en termes de données, ce qui est vraiment chouette aussi avec ces BirdScan, c'est qu'il y a une application très pratique pour les éoliennes. Le principe est assez simple, c'est que grâce au BirdScan, on peut détecter une espèce qui arrive à proximité, qui est dans l'altitude de fonctionnement des éoliennes, et qui permet de détecter aussi l'espèce pour savoir si c'est une espèce menacée ou non, et de prendre une décision sur l'arrêt de turbine. Les données de BirdScan peuvent être aussi accessibles en temps réel. Sur le site de ornitho.ch, un radar qui a été positionné sur la station ornithologique suisse à Sempach, en cliquant en haut à droite. Et en cliquant dessus, vous aurez accès aux informations de la migration du jour, avec les horaires et puis le nombre d'oiseaux qui est détecté par le radar, mais aussi une analyse un peu plus globale sur le mois précédent,
avec leur direction de vol pendant le jour et la nuit. Pour finir, j'aimerais mentionner l'existence de Globam, qui est un projet de recherche à travers plusieurs universités qui vise à étudier et à approfondir nos connaissances sur les oiseaux, les chauves-souris et les insectes par l'utilisation de radars météorologiques. Je vous invite à visiter leur site web pour plus d'informations. Et je finirai par vous remercier pour votre attention et votre écoute. Merci beaucoup, Raphaël. Marie demande, la réflectivité d'un oiseau est donc différente de celle d'un chiroptère. Y a-t-il un moyen d'identifier l'espèce par sa réflectivité ou bien n'est-ce pas assez précis? Oui, c'est assez compliqué. La réflectivité, c'est plutôt mesuré sur un volume que sur les individus. Donc c'est pour ça qu'on utilise les bird scans, les radars que j'ai parlé à la fin, qui eux permettent vraiment de cibler chaque individu et là de mesurer d'autres propriétés, en particulier la fréquence de battement d'ailes par exemple, qui peuvent après être utilisées pour classifier en différentes espèces ou familles. Il y a Laetitia Viver qui demande quelle est la portée du bird scan. Alors, si je ne me trompe pas, ça dépend de la taille de l'objet. Les petits objets, c'est de l'ordre de la centaine de mètres. Et puis pour les oiseaux, je crois qu'on arrive au kilomètre. Donc ça dépend de la taille de l'objet. Le volume, en fait, change. Ok. Il y a Maxime Zuka qui demande, pourrait-on espérer avoir un site diffusant en direct les flux migratoires au-dessus de la France, comme c'est le cas sur le site FlySafe de Birdtam, qui concerne la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne? Ouais, on espère tous que ça va arriver. Là, j'ai présenté un site Crow qui vient d'être lancé il n'y a pas très longtemps. Il y a 2 ou 3 radars français. Les données des radars français sont actuellement disponibles sur le site de NRAM, mais ils ne sont pas encore nettoyés en fait. Donc les données qu'on reçoit, il y a encore beaucoup de contamination, donc d'insectes et de ce qu'on appelle scattering et tout ça. Et donc c'est pas encore vraiment utilisable en tant que tel. Mais à terme, on peut espérer, ouais. Ok. Elsa demande si l'identification des espèces par BirdScan, ce que tu as montré à la fin, là, dans le contexte des éoliennes, est-ce qu'elle paraît fiable? Ouais, tout à fait. Ouais. Alors sur les images photos, en fait c'est du machine learning, donc ça dépend de la taille de la base de données. Mais l'identification à partir de photos est plutôt bonne, et donc on peut identifier les rapaces, par exemple, assez bien. Les passereaux, là, c'est plus compliqué, évidemment, vu qu'ils sont plus petits et plus loin. Ouais. Alors après, j'ai des merci et des super intéressants, pas mal. Donc, si donc il y a Mathurin Aubry qui demandait si nous aussi, à l'échelle française, on avait accès à des données migratoires en temps réel recueillies par des radars. Ah, parce il y a un ornitho, je pense, qui aimerait prédire les gros flux de migrateurs pour pouvoir aller faire de l'ornitho, à mon avis. Ouais, bah, en fait, honnêtement, ça vaut la peine de regarder une fois ce qu'ils font le Cornell Lab. Là, c'est pour ça que j'ai montré leur site web, parce que c'est techniquement, en fait, on pourrait faire la même chose ici en Europe. Il faut juste qu'on arrive à, à trouver des processus d'automatisation des radars météo et qu'il y ait une synchronisation à l'échelle européenne qui se fasse pour qu'on ait accès à plus de données. Mais à terme, d'ici quelques années ou quelques dizaines d'années, on peut vraiment espérer avoir des choses qui nous permettent de nous aider en tant qu'ornithos sur le terrain, d'aller voir les oiseaux à partir de ces données radars et ces prédictions. En fait, c'est vraiment chouette comme travail. Et oui, c'est vrai qu'eux, ils combinent avec les données d'eBird et ils publient des bulletins avec des probabilités de tombée d'oiseaux par endroit, avec dans les probabilités d'espèces qui ont le plus de chances d'être rencontrées sur le terrain, quand même, ce qui est assez... Ouais. Et donc, pour le moment, c'est fait à l'échelle du radar, là, c'est agrégé, mais à l'avenir, je crois qu'il y a vraiment du potentiel pour qu'on garde l'échelle du radar telles que les images que je vous ai montrées au début. Et avec ces images-là, on peut vraiment voir où est-ce que les oiseaux se posent. Donc, il y a eu quelques études qui ont déjà été faites pour montrer que les oiseaux se posaient, par exemple, au niveau des forêts, au-dessus des forêts, et voyaient que la réflectivité est plus élevée. Et à terme, on peut espérer vraiment avoir des localisations, des hotspots très précis le matin même, tu te réveilles et puis tu as une information qui te dit que dans ton patch de la forêt d'à côté, il y a tant et tant d'oiseaux qui se sont posés. C'est techniquement possible. Après, ce n'est pas encore le cas, mais
il faut rêver un peu. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben, ça colle pas mal avec la question de Maxime P qui demandait quelles sont les prochaines avancées prévues sur les analyses radar, plus de portée ou plus de résolution. Donc c'est plutôt plus de résolution. Ouais, les deux vont ensemble. En fait, un des problèmes qu'on a, c'est que le radar, le scan du radar, à cause de la courbature de la Terre et aussi de la distance, on peut aller plus loin, mais en fait, on perd en altitude. Et ce qui nous intéresse surtout pour tout ce qui est des oiseaux qui se posent au sol, on a vraiment besoin de savoir ce qui se passe dans les premiers centaines de mètres. Et donc, c'est pour ça qu'on est pour le moment limité à une cinquantaine de kilomètres autour du radar. Mais on peut imaginer avec des modèles de flux un peu plus élaborés, on pourrait bridge the gap et vraiment avoir plus d'informations, à la fois résolution et puis distance du radar. On me demande aussi quel est le prix d'un bird scan. Ah, c'est une Ouais. bonne question. C'est de l'ordre des milliers d'euros. Il faudrait se renseigner exactement, je sais pas. Je pourrais pas te renseigner exactement. Ça dépend de quels instruments sont mis dessus, en fait. Il y a Ok. plusieurs ouais, Bon, c'est options. pas gagné pour en avoir un au pied du sapin cette année, quoi. Ouais, bah, je vois qu'il y a une question aussi sur le nombre et je peux peut-être dire que là, en ce moment, ils sont en train de mettre en place un réseau au niveau européen de 18 Burscan qui sont entre la Finlande et puis la France. Il y en a quelques-uns en France d'ailleurs. Et puis, ils vont essayer de mettre les données ensemble sur une plateforme et peut-être que ça sera rendu accessible au public ou en tout cas, il y aura des produits qui seront accessibles. Ouais. Sylvain demande quelle est la surface couverte par un radar météo et est-ce qu'il y a assez de radars météo pour être précis, j'imagine, dans les interpolations que tu as présentées? Ouais, c'est une bonne question. C'est effectivement la question enfin, c'est l'utilité de l'interpolation, c'est qu'on n'arrive pas à overlap, de superposer les deux radars encore. Et c'est pour ça qu'on utilise ces interpolations. Euh, il y en a pas mal en Europe. On est quand même bien positionné, surtout entre l'Allemagne, la France, le côté ouest de l'Europe. Euh, donc, on a quand même une bonne couverture. Ouais. Très bien. Attends, je te cherche une ou deux autres questions parce qu'on a le temps. Il y a encore il y a des gens qui veulent des contacts, il y a des gens qui veulent des brochures. Je crois qu'il y a des gens qui veulent vraiment acheter des bird scans. Trop content, la station ornithologique. Parce que du coup, c'est la station ornithologique suisse qui les fabrique ou qui est impliquée dans le design. Ils avaient commencé ensemble avec Swiss Bird, non, Swiss Radar. Et puis, je crois que ça, c'est devenu vraiment une entreprise à part, mais ils travaillent en collaboration assez proche. Il y a Elsa qui demande encore par rapport à ton exemple d'éolienne, le choix de l'arrêt de la turbine de l'éolienne, si le radar a détecté une espèce protégée, se fait en temps réel. Il y a eu des tests pratiques de cette méthode? Ouais, c'est en place en Allemagne, de ce que j'ai compris. Donc, ça se fait pour les Milan Royaux, par exemple. Donc, ils font la détection de Milan Royaux et puis ils arrêtent la turbine. Je crois sur l'image, ils parlaient de 20 à 30 secondes, mais après, je ne connais pas les détails précis. Je sais que dans le Jura, je ne sais pas si c'est du côté français ou côté suisse, mais en tout cas, ils ont aussi mis en place ça. Et là, c'était pas sur l'espèce, mais la quantité d'oiseaux. Donc, ils calculaient le nombre d'oiseaux qui étaient en train de passer et au-dessus une certaine limite, ils coupaient les turbines. Ok. Et bon, on va prendre une dernière question. Et je vais la choisir parce que c'est Élie Ducot qui pose une question que j'ai très envie de te poser aussi parce que ça me concerne d'assez près. Est-il envisageable et pertinent de compiler un système radar et un système de détection des cris de migration nocturne, à ton avis? Est-ce que c'est des données qu'on peut recouper d'une manière ou d'une autre? Euh, si c'est une question que tu as à cœur, il faut que je réponde correctement. Non, je pense qu'on aura le temps, Ce on qui aura est le temps d'en parler, mais le décalage. Ouais, non, le décalage, en fait, c'est que nous, on mesure vraiment ce qui est de l'ordre enfin, centaines de mètres à kilomètres au-dessus de nos têtes. Et souvent, les radars météo sont en fait positionnés à des endroits surélevés, donc ils sont déjà plus hauts que la surface, enfin que le plateau. Et donc les NFC, eux, enfin, c'est vraiment ce qui se passe dans les premiers 10, 20, peut-être 30 mètres. ouais, Et donc, enfin, c'est assez comme différentes qui sont mesurées quoi, en termes de quel type d'oiseaux sont là.
Ce qui serait intéressant, c'est effectivement de combiner les données pour essayer de comprendre mieux en fait à quel moment les oiseaux volent en haut, volent en bas. Je pense qu'il y a plus à l'heure actuelle de potentiel à combiner ça avec des bird scans, parce qu'eux, ils ont une résolution beaucoup plus fine de chaque individu qui passe. Et donc, tu pourrais, par exemple, mettre les deux ensemble, en fait. Et puis, mettre encore des données environnementales, météorologiques ou autres. Okay. Et ben du coup, c'est moi qui vais m'acheter un bird scan pour Noël. Excellent. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Moi, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. C'est la fin de cette session.